qui vous permettront bien sûr voilà, de prendre en compte ce changement-là qui est déjà parmi nous. Voilà. Donc, là, on va commencer par un aspect. Comme on a l'habitude de le dire aujourd'hui, l'IA aujourd'hui n'est pas une nouvelle approche de faire, mais c'est une approche qui tend maintenant à changer énormément de choses. Là, aujourd'hui, c'est un aspect qui va s'appliquer à la cybersécurité. Donc, comme on l'a toujours vu, la cybersécurité aujourd'hui est une science ou en tout cas un domaine globalement qui permet de défendre des systèmes. Donc, ça date maintenant, ça fait maintenant plusieurs années que ces principes-là existent. Donc, ça a évolué. On est passé par plusieurs étapes. Aujourd'hui, je vais pas dire que ça a démarré aujourd'hui, mais aujourd'hui, on est à l'approche aujourd'hui de l'IA dans cette cybersécurité-là qui tend maintenant à accélérer les attaques, à savoir, on va le voir tout à l'heure, l'automatisation des campagnes de phishing, etc., mais aussi la personnalisation de ces attaques-là pour rendre l'impact, je peux dire, plus consistant. Il y a la sophistication, puisque là, on parle d'IA, et spécifiquement d'IA générative, on va y revenir. Donc, ça va permettre de sophistiquer toutes ces attaques-là que vous avez l'habitude de voir, mais aussi de les rendre plus complexes, puisque à la base, c'était l'humain qui faisait tout, de bout en bout, ce qui pouvait prendre plus de temps. Mais là, avec l'IA, on va voir que non seulement on a plusieurs angles en termes de surface d'attaque, mais ça va apporter une complexité supplémentaire puisque ça sera généré à la volée. Donc, ces aspects-là, on va les voir tout à l'heure. Et maintenant, comme on le dit, hein, l'IA ne réinvente pas la menace, elle lui offre juste une puissance de frappe industrielle et maintenant à la portée de presque tout le monde. C'est ce qu'on on va juste voir quelques chiffres sur ce slide-là. Donc, la source bien en bas. Donc, l'IA aujourd'hui, c'est plus de 345% d'augmentation du phishing automatisé via les LLM, donc les modèles de langage qui sont larges. Là, c'était lors du premier semestre de 2025 et c'est 410 millions de dollars détournés au premier semestre de 2025 via des fraudes dues à des techniques de deepfake. Donc, on va y revenir aussi. Mais aussi, le plus marquant, c'est 80% des incidents aujourd'hui qui sont liés au facteur humain. Donc là, tout de suite, ça nous permet de savoir qu'aujourd'hui, l'IA va venir renforcer, on va pas l'appeler cette tromperie, mais en tout cas, va faciliter cette tromperie-là face à l'utilisateur final. Donc, on va voir comment ces attaquants-là vont procéder aujourd'hui pour augmenter ces fraudes sur cette partie-là. Et aujourd'hui, le plus frappant, c'est que ces chiffres illustrent que l'IA supprime aujourd'hui la barrière à l'entrée pour les cybercriminels peu qualifiés. Donc, les cybercriminels qu'on appelait les script kiddie, donc qui installaient des outils de cybersécurité et qui exécutaient tous les codes qui leur passaient par la main. Aujourd'hui, ils ont, je peux dire, une visibilité beaucoup plus claire avec l'intelligence artificielle. Donc, au fil maintenant de la présentation, on va rentrer un peu plus dans ces détails-là et vous comprendrez plus l'ensemble de ces aspects-là. Mais là, c'était un peu plus pour vous montrer en termes d'impact aujourd'hui ce que l'IA, et spécifiquement l'IA générative, a engendré lors du premier semestre 2025 sur la cybersécurité. Voilà. Donc là, on va aborder la partie qui va consister plus aux attaques. Donc là, on vient d'entamer la partie attaque. On va parler plus tard de la partie défense. Mais ce qui va plus nous intéresser sur cette partie-là, c'est ce qui va changer. Donc, les principaux vecteurs, l'industrialisation. Donc, l'IA va permettre à ces attaquants-là de s'industrialiser très rapidement. Donc, des attaquants qui avaient des cibles, je peux dire, particuliers, ou en tout cas des cibles à un nombre très limité, vont désormais pouvoir mettre en place des systèmes d'attaque qui vont les permettre d'industrialiser leur attaque, à savoir cibler
un plus grand nombre d'entreprises, mais aussi des entreprises dans des domaines plus diversifiés. Il y aura aussi la personnalisation. Donc, vous allez voir que ça va permettre à ces attaquants-là de cibler des profils assez spécifiques avec maintenant des outils très avancés d'IA qui vont permettre de tromper à chaque fois la vigilance des utilisateurs. Et maintenant, comme on l'a dit tantôt, il y a aussi la baisse de la barrière. Donc, à l'entrée, ça veut dire, c'est quasi maintenant sûr que c'est à la portée de presque tout le monde avec les IA génératives. Maintenant, on a répertorié 4 angles aujourd'hui, à savoir le phishing devient plus crédible. Donc, les messages sont mieux rédigés, contextualisés dans plusieurs langues et adaptés aux postes ciblés. C'est-à-dire là, déjà, avec l'IA, c'est vrai qu'avant, il y avait déjà cette barrière de langue qui commençait à sauter avec les traducteurs en ligne et tout. Mais aujourd'hui, avec l'IA, c'est devenu plus méticuleux. Donc, forcément, aujourd'hui, pour ces phishing-là, ça va devenir plus ciblé, mais ces attaquants-là vont le faire, comme on peut le dire, ça sera à la mesure. Donc, quand ils vont cibler des entreprises ou des domaines bien définis, ils vont pas le faire en hésitant, mais ils vont vraiment exploiter la force de l'IA sur cette partie-là pour pouvoir personnaliser les messages, mais aussi tout ce qui va tourner autour. Donc, on va le voir dans les exemples qu'on va fournir par la suite. Donc, il y a le deepfake et l'usurpation. Donc, aujourd'hui, comme on a tendance à le dire, tout ce qui est voix, vidéo, identité ne suffit plus aujourd'hui pour, je peux dire, pour vérifier une information, puisque c'est aujourd'hui la technique qu'on appelle le deepfake. Donc, à travers l'IA, on peut reproduire des voix, on peut même reproduire des vidéos qui permettaient d'identifier une personne en ligne. Aujourd'hui, on ne peut plus se fier à ça. Et ces angles d'attaque-là, aujourd'hui aussi, permettent à ces attaquants-là de tromper le plus de personnes, puisque c'est la sensibilisation qui devient le vecteur. Donc, les personnes qui sont les moins sensibilisées seront toujours les personnes qui seront toujours les premiers à tomber sur cette partie-là. C'est pour cela, on va le voir vers la fin. La sensibilisation est l'une des armes les plus redoutables sur cette partie-là. Et après, bon, le deepfake aujourd'hui est appliqué sur plusieurs domaines. Donc, on parle souvent des finances parce que ça a trait à tout ce qui va tourner autour de l'argent, mais c'est appliqué à plusieurs domaines. Donc, autre domaine aussi, autre vecteur, l'automatisation offensive. Donc, un vecteur en plein essor. Donc, aujourd'hui, il y a les attaquants, spécifiquement, les attaquants, les pentesters, à écrire des scripts, non seulement plus performants, mais plus rapidement. Donc, avant, pour écrire des charges utiles ou des exploits, donc ça prenait énormément de temps. Aujourd'hui, on peut les écrire très rapidement en orientant l'IA et en mettant les bons prompts. Donc, dans la correction et l'écriture, ça va très rapidement. Donc, résumer une documentation, par exemple, une technologie. On est en pentest, on tombe sur une technologie de langage qu'on ne connaît pas. On n'a qu'à copier et coller quelque part dans une IA. Donc, et il nous fait le résumé, autant pour moi, il nous fait le résumé très rapidement. Donc, là, c'est juste un cas d'usage. Donc, il y en a d'autres. Donc, structurer des scénarios d'attaque ou du social engineering. Donc, ça tourne toujours autour de l'humain, comme on le dit. L'humain est le premier facteur aujourd'hui. Comme on l'a vu sur les chiffres, 80% des attaques. Donc, c'est des failles qui ont été exploitées. Donc, en prenant en compte l'aspect humain. Donc, ça va revenir sur cette partie-là. Et aujourd'hui, l'un des vecteurs aussi qui sont les plus utilisés, c'est la désinformation. Donc, comme on le voit, l'IA, la cybersécurité, aujourd'hui, c'est des armes de guerre qui sont utilisées un peu partout. Donc, vous avez sûrement pu le constater sur la guerre États-Unis-Iran. Il y a énormément de fausses informations, des montages de vidéos qui ne collent pas à la réalité. Donc, il y en a énormément. Plus tôt aussi, vous l'aurez vu lors des premières élections, je pense bien, aux États-Unis, donc entre Donald Trump et Hillary Clinton. Donc, c'est des générations de multitudes de messages, des emails, donc juste pour tromper l'opinion, comme on le dit d'habitude. Avant, ça existait, mais
actuellement à l'ère de l'IA, c'est devenu incontrôlable avec le deepfake et tout. Donc c'est spécifiquement, c'est devenu entièrement une arme de guerre, l'IA et la cybersécurité. Donc aujourd'hui, c'est ce genre de stratagème qu'utilisent les attaquants pour mettre à mal des systèmes, pour mettre à mal des organisations, mais aussi pour mettre à mal des pays. Donc, je pense que sa portée aujourd'hui n'a pas de limite. Donc, c'est pour cela, voilà, on a essayé de regrouper ces 4 vecteurs aujourd'hui qui sont très utilisés, chacun maintenant avec son but propre à travers le monde. Donc, forcément, ça, c'est des points aujourd'hui pour vous montrer à peu près comment les attaquants utilisent l'IA. Mais forcément, à côté de ça, il y a les attaques spécifiques sur l'IA, puisque là, on a parlé de l'IA comme vecteur aujourd'hui. On a parlé de l'IA aujourd'hui comme application, à savoir une application négative, on peut l'appeler ainsi, pour la plupart, hein, que les attaquants en font. Mais là, c'est un slide qui va surtout parler aujourd'hui des attaques spécifiques sur l'IA elle-même. Donc, comme on le sait, l'IA, forcément, c'est une base qui ingeste beaucoup de données, donc beaucoup de données d'entrée, qui fait de l'entraînement, qui fait maintenant une sortie. Après, bien sûr, beaucoup de processus d'études, d'entraînement, encore ça remouline, donc ça tourne tout le temps et ça s'améliore. Donc, ça permet de ressortir des résultats aujourd'hui qui sont crédibles, forcément. Pas toujours. Là, on le verra aussi tout à l'heure. Mais ça permet en tout cas de produire des résultats. Ça, c'est sûr. On en est sûr. Mais ce qui veut dire que forcément, pour produire aujourd'hui ces données-là, l'IA aura besoin d'entraînement. Et pour l'entraînement de l'IA, c'est des sets de données, c'est ce qu'on va appeler des sets de données, à savoir énormément de données que l'IA va utiliser pour s'entraîner, etc., etc. Donc, sur cet aspect aussi, aujourd'hui, il y a des attaques qui sont possibles aujourd'hui de mener à travers maintenant ce système IA. Donc, c'est maintenant quelques éléments qu'on a essayé de citer sur cette partie-là. Donc, on parle du prompt injection, donc à savoir manipuler un LLM pour contourner ses fils de sécurité et extraire des secrets. Donc, comme vous l'avez vu, d'habitude, la plupart d'entre vous, quand vous essayez, par exemple, pour les IA, en tout cas, qui sont publics aujourd'hui, et qui sont orientés grand public, bien sûr. Quand vous essayez de saisir parfois certains mots, certains termes, surtout côté cybersécurité, il y aura toujours une barrière. Donc, on vous dira par exemple que je ne peux pas traiter cette réponse-là, donc ça sort du cadre éthique, donc etc., etc. Donc, ce genre de questions pour vous montrer déjà une limitation. Mais je peux dire que l'IA continue toujours à s'améliorer. Il y a maintenant des attaquants qui sont parvenus, plus globalement même, on peut dire des chercheurs, des attaquants, des personnes de divers horizons, qui sont parvenus à détourner aujourd'hui ces prompts-là en utilisant des mots spécifiques, en utilisant des phrases, en essayant d'user l'IA. Puisqu'on le sait, l'IA, c'est un système donc qui s'entraîne, qui se récompense aussi. Donc, il y a bien sûr des attaquants, comme je l'ai dit, hein, donc un monde assez vaste, donc qui essaie d'éprouver cette IA aujourd'hui pour essayer de contourner ces verrous-là, ces systèmes-là à travers des prompts. Donc, forcément, comme je l'ai dit, hein, après, tous ces éléments-là seront pris en compte, seront corrigés, mais le temps que ça soit corrigé, les personnes vont trouver d'autres moyens toujours de contourner ces blocages-là, ou en tout cas ces limitations. Donc, ce qui fait qu'il y aura toujours ce risque-là de prompt injection, donc de manipulation aussi de prompt. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le data poisoning. Donc là, c'est plus sur la partie données entraînement, à savoir corrompre les données d'entraînement de base pour introduire les backdoors. À savoir là, c'est plus sur les données d'entraînement que ça va intervenir. Donc, des personnes sont parvenues à corrompre des données d'entraînement pour mettre des backdoors. Ce qui veut dire que l'IA s'est entraînée avec ces backdoors-là et finalement, ça leur a permis d'avoir accès au système. Donc, c'est aujourd'hui, en tout cas, une attaque possible pour ces IA-là. Il y a ce qu'on appelle aussi le shadow AI. Donc, le shadow AI, c'est l'usage d'outils d'IA non approuvés
où des données sensibles sont partagées sans contrôle. Donc, on peut prendre l'exemple de l'entreprise. Aujourd'hui, un comptable qui travaille, qui prend la fiche de finance, qui la dépose directement sur une IA générative, ChatGPT ou Gemini, ou en tout cas une autre. Et maintenant, pour avoir un résumé rapide ou un fichier Excel qui est optimisé, qui expose les données de l'entreprise. Or, maintenant, aujourd'hui, vous allez le voir, en entreprise, il y aura plusieurs approches avec ces IA-là. Beaucoup d'entreprises, spécialement sénégalaises, n'ont pas aujourd'hui une politique IA. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, l'entreprise doit se positionner. Dire que, par exemple, ce sont ces types d'IA-là qui sont autorisés. Il y a ce type d'IA-là qui sont interdits. Donc, comme vous l'avez su, il y a un moment avec l'IA de DeepSeek, donc il y avait une fuite de données tout au début. Il y a certaines entreprises qui se sont carrément positionnées pour l'interdire. Donc, après, bon, ça reste comme on le dit, hein, ça reste des mesures de forme. Sur le fond, est-ce qu'on va mettre les moyens techniques pour réellement bloquer cette IA-là? Ça sera une autre histoire. Mais en tout cas, l'objectif carrément pour lutter contre ça, c'est de mettre des politiques qui permettront à ces entreprises-là de pouvoir se prémunir et de prendre le devant contre ce shadow AI. Si aujourd'hui j'ai une politique IA, je dis que ChatGPT est autorisé chez moi, donc je dois aussi me positionner. Si je dois utiliser la base publique, à savoir avec un compte gratuit, donc qui se connecte pourra accéder, ou bien je dois souscrire à un abonnement premium, un abonnement entreprise, donc qui fera que mes données seront séparées du jeu de données public. Et de ce fait, ces données-là ne seront pas utilisées pour entraîner les modèles, tout simplement. Donc, ça permettra de protéger les données de l'entreprise, mais aussi plusieurs autres aspects positifs qu'on pourra citer par la suite sur la partie recommandation. Voilà. Après, il y a la partie aussi inférence de données. Donc, extraire des informations confidentielles du set d'entraînement. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, là, c'est un peu en liaison avec le Shadow AI. Donc, des collaborateurs aujourd'hui en entreprise qui utilisent ces IA-là comme outils de performance, à savoir qui font fuiter les données de l'entreprise à travers ces IA-là avec des comptes gratuits et autres. Donc, ce qui fait que forcément, l'IA va utiliser ces données-là pour entraîner ces modèles. Donc, forcément, aujourd'hui, si c'est non seulement ce jeu de données-là aujourd'hui a fuité, donc forcément, l'ensemble des secrets vont fuiter avec. Mais aussi, des attaquants aujourd'hui peuvent utiliser des prompts, comme on le dit au début, des prompts injection pour extraire ces secrets-là. Donc, ces secrets, c'est large. Ça peut être des données financières, ça peut être plus sensible en des accès, des identifiants, des mots de passe côté informatique. Donc, ça peut être n'importe quoi, ça dépend. Puisqu'aujourd'hui, l'IA, tout le monde utilise, hein. Qu'on se le dise pas en entreprise, l'ensemble des directions. Donc, puisque c'est un gain de temps, c'est une facilité énorme que ça nous apporte. Voilà. Donc, on va passer à quelques exemples maintenant, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, là, je vais juste vous donner un exemple sur la partie phishing. Donc, là, vous avez l'exemple de deux phishing. Donc, l'email 1, donc, qui a été écrit de manière très maladroite, et l'email 2 qui a été reformulé par IA. Donc, comme on peut le voir, nous, d'habitude, en tant qu'experts cybersécurité, même avant de procéder aux tests techniques, et quelques vérifications techniques sur les entêtes d'email, sur l'écriture de l'email, quand on voit un email automatiquement, il y a certains éléments qui nous font déjà tiquer. C'est les fautes, par exemple. Si vous voyez le premier email, il y a énormément de fautes. Donc, nous avons détecté une activité suspicieuse. Donc, sur votre compte, vérifiez immédiatement. 6 juin, voilà. Donc, vous voyez des fautes. Vous voyez une reformulation qui n'est pas professionnelle, qui n'est pas ce que vous avez l'habitude de voir. Mais aujourd'hui, avec l'IA, déjà, sur l'entête du mail, ça n'a rien à voir. Donc, ça met l'urgence sur une action à réaliser. Donc, il y a très peu de fautes, pour ne pas dire qu'il n'y a pas de fautes. Donc, c'est une reformulation qui s'approche bien sûr de ce qu'on a l'habitude de voir en entreprise. Donc, ce qui fait que là, forcément, il y aura un pourcentage qui vont mordre à l'hameçon, forcément. Juste en voyant ça, il y a des personnes qui vont directement cliquer, puisque déjà, c'est des messages qu'ils ont l'habitude de recevoir. Maintenant, d'où
le point aujourd'hui, personnalisation, puisque l'IA aujourd'hui va personnaliser selon le domaine, mais aussi selon l'activité. Parfois même, il va aller jusqu'à l'entreprise concernée. Donc, c'est pour cela on interdit aussi de communiquer des données qui sont censées rester confidentielles de l'entreprise dans les réseaux sociaux et autres. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, on a accès à tout ça en un temps record et on peut faire un recoupement. Ce qui veut dire que l'IA aujourd'hui, en faisant un mail de phishing pour une entreprise A, va se rendre sur Internet, faire ce qu'on appelle de l'OSINT, donc se renseigner sur cette entreprise-là, récupérer toutes les informations qui sont pertinentes et maintenant formuler ses mails, formuler ses attaques selon ces informations que vous lui avez fournies gratuitement. Donc ça devient très compliqué de lutter contre ça. Donc forcément, comme vous le voyez, ça c'est la partie attaque. Nous aussi, on va se défendre. Donc là, on va parler tout à l'heure de la défense et comment l'IA maintenant participe à cette défense-là. Déjà, la deuxième démo, c'est plus partie SOC. Donc là, c'est plus sur la partie défensive. Donc j'aimerais bien revenir sur cet exemple, mais je peux déjà l'expliquer très rapidement. Donc comme vous le voyez, là, c'est trois exemples d'événements qu'on a fournis ici. Donc une connexion habituelle, donc des échecs de connexion admin, et maintenant un téléchargement massif via un VPN. Donc pour ce type de cas-là, donc forcément, là j'ai donné juste l'exemple de 3 cas, mais vous pouvez en avoir énormément, hein, donc des dizaines et des dizaines. Aujourd'hui, ces systèmes d'IA-là vont nous aider déjà à savoir qu'est-ce qui est plus urgent, donc quels sont les éléments suspects quand on parle de faux positifs, de faux négatifs, donc tout ça, on va revenir sur ça, sur la partie défense. Que faut-il vérifier en premier? Et maintenant, s'il y a des premières mesures à prendre pour atténuer ou en tout cas des alertes qui peuvent attendre, les classifier pour savoir ce qui est plus urgent. Aujourd'hui, l'IA nous permet d'intervenir et d'améliorer aujourd'hui notre efficacité par rapport à ça. Donc, c'est, comme je le disais tantôt, le prochain slide qui va parler de ça. Mais il y a une question très importante, l'IA générative, où il faudrait s'arrêter. Qui devient aujourd'hui de plus en plus inquiétant. J'ai bien anticipé sur ça durant la présentation jusque-là. Mais l'IA générative, ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA générative, c'est ChatGPT, c'est Gemini, c'est DeepSeek, c'est Claude. Donc, tous ces IA-là, donc, qui te permettent de prompter pour avoir un retour de réponse et traiter très rapidement les sujets auxquels il est soumis. Donc, aujourd'hui, ça devient un vecteur d'attaque. Forcément, puisque déjà même le prompt devient une surface d'attaque. Donc, vous serez d'accord à le dire aujourd'hui avec moi. Je l'ai expliqué tantôt. Même en faisant des prompts, on peut tromper l'IA, ou en tout cas, pas le tromper, mais faciliter la levée de ces restrictions pour avoir une réponse dont on ne devait pas avoir accès. La cybersécurité, c'est juste un exemple que j'ai donné, mais il y a plusieurs autres exemples aujourd'hui où l'IA a des limitations ou a un droit de non-réponse et qu'aujourd'hui, ces attaquants-là, ou en tout cas globalement, les personnes les plus curieuses parviennent à lever. Donc, vous voyez même parfois sur Internet des prompts qui sont partagés pour tromper l'IA. Mais en tout cas aussi, l'IA s'améliore. Donc, forcément, quand c'est rendu public, donc quand ça devient récurrent, forcément c'est pris en compte et c'est corrigé. Mais ça ne s'arrête pas là puisque les gens ne vont pas s'arrêter aussi, ils vont continuer à le challenger. Voilà. Donc des données sensibles peuvent être déduites, recomposées ou recopiées. Là, c'est la partie que j'ai évoquée tantôt avec les fuites de données sur le Shadow AI, etc. Donc, c'est l'exemple, voilà. Donc, un collaborateur qui colle un document interne dans un outil public pour demander un résumé ou autre, ou un fichier. Donc, cette donnée-là, elle sort du périmètre de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est ce qu'on va considérer comme une fuite de données aujourd'hui. L'entreprise a perdu aujourd'hui des données en passant par cet outil d'IA public-là. C'est-à-dire, c'est sorti aujourd'hui du spectre du périmètre de l'entreprise et personne ne dit pas rien. Et maintenant, pourquoi on l'appelle Shadow AI? C'est-à-dire, c'est des collaborateurs qui le font aujourd'hui. Les équipes techniques de l'entreprise ne sont pas au courant. L'entreprise elle-même n'est pas au courant. Et ces données-là sortent. Donc, forcément, un jour, vous allez vous retrouver avec, on va vous dire, par exemple,
énormément de données ont fuité d'une IA, etc., etc. Et il se pourrait que vos données soient dedans, des données financières, des données des équipes informatiques, etc. Donc, c'est assez préoccupant. Voilà. Donc là, je vais évoquer à présent la défense, puisque, comme je l'ai dit, et le mythe existe toujours. L'attaque aura toujours un pas d'avance sur la défense. Puisqu'on le dit, comme on le dit d'habitude, hein, détruire une chose est plus facile que construire. Mais bon, tant bien que mal, l'IA aussi va participer grandement à cette défense-là, puisqu'il faudrait que ça soit aligné. Même si aujourd'hui, les vecteurs de nuisance de l'IA côté attaque donc sont en avance sur la défense, mais aussi on peut utiliser l'IA pour se défendre. Donc là, j'ai juste choisi trois domaines, à savoir par exemple, en commençant par le SOC et la détection. L'IA pourrait permettre de prioriser les alertes. Bien vrai que c'est des systèmes qui existent même avant l'IA, mais aujourd'hui, avec l'IA forcément, avec les données d'entraînement qu'elle peut obtenir et tout. Donc, ça va faciliter la priorisation de ces alertes-là en réduisant l'erreur, les détections des comportements anormaux. Donc, c'est difficile aujourd'hui de voir un outil cybersécurité qui n'utilise pas l'IA. Donc, presque en tout cas moi, dans son ensemble, tous les outils aujourd'hui que j'utilise, donc forcément, ils utilisent l'IA. Donc, ça leur permet non seulement de monter en efficacité, mais aussi d'améliorer leur détection comportementaux. Donc, les comportements anormaux. C'est vrai qu'on a des bases avec des systèmes qui existent depuis longtemps, des antivirus et tout, mais l'IA aussi va apporter aussi sa part sur cette partie-là, sa part d'amélioration. Regrouper des événements liés. Donc, ça aussi, c'est un aspect aujourd'hui que l'IA peut faire. De la même manière que l'IA aujourd'hui, pour une entreprise donnée, va aller sur Internet pour recouper l'ensemble de ces informations publiques, par exemple, de l'OSINT à l'ère de l'IA, l'IA aussi peut faire la même chose aujourd'hui pour un événement, ou en tout cas pour une attaque en cours au sein d'un SI. Donc, l'IA permettrait de recouper l'ensemble des événements qui sont liés et qui permettrait d'aboutir à une information plus rapidement pour prise de décision. De même aussi pour le résumé des incidents. Donc, je viens d'avoir un incident, j'ai énormément de données à analyser. Donc, ça va me permettre de recouper, voilà, donc de résumer ces données-là pour pouvoir avoir un résumé plus simple. Tant sur la partie technique que sur la partie rédactionnelle. Donc, forcément, avec les fiches d'incidents et autres, avec l'IA aussi, il peut me les résumer très rapidement. Il y a aussi un aspect très important, c'est la sécurité applicative. Donc, c'est sûr que ces derniers temps, vous avez entendu beaucoup parler de Claude Mythos. Donc, une IA qui n'est pas encore publique, hein, mais dont on dit énormément de bienfaits, ou en tout cas, je vais appeler pour le moment de mythe, qui est parvenu à trouver énormément de CVE, des failles 0D, sur des produits. Donc, actuellement, c'est pas encore public. On l'a pas pu le tester pour le moment, mais c'est ce qui se dit. Donc, je ne sais pas si vous avez pu le voir sur les réseaux et autres, mais c'est une réalité. Même si aujourd'hui c'est pas le cas de Claude Mito, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui l'IA nous permet de faire de la revue de code plus rapidement. Donc, vous pouvez prendre l'exemple des IA génératives que vous utilisez. Ils savent développer plus rapidement que quiconque. Donc, dans n'importe quel langage. Après, c'est très rapide, comme vous pouvez le voir. Donc là, aujourd'hui, l'un des aspects positifs, ça nous permet de revoir plus vite un code. Quand on fait de la revue de code en pentest, par exemple. Ça nous permet aussi de détecter des secrets exposés. Donc, ça reste l'IA. Après, il faudrait juste trouver le bon prompt, ou en tout cas le bon programme. Mais le temps que ça nous prenait d'entrer dans les projets, d'éditer les codes sources, de regarder les secrets qui sont exposés, les secrets qui sont écrits en dur, etc. Aujourd'hui, avec quelques mots-clés, l'IA peut nous les trouver très rapidement. De même que aussi sur la rédaction, je dirais, des tests.
aujourd'hui, puisque qui dit mission de pentest et autres, dit rapport. Donc, l'IA aussi peut être un vecteur qui accélère cette rédaction-là en ayant tout en base, mais aussi tout ce qui tourne autour d'analyse d'artefacts et de logs. Donc, globalement, c'est un apport non négligeable aujourd'hui sur la sécurité applicative. Un autre point aussi sur la réponse, qui est un peu dans le cadre du SOC aussi. Donc, ça permet de rédiger des playbooks. Donc, comme on peut le dire, les playbooks, c'est un peu des réponses automatisées. Donc, ça permet de répondre sans intervention humaine, par exemple à une attaque ou par exemple à une menace, ou en tout cas à ce qui est à faire. Donc, l'IA permet d'automatiser, bien sûr, cette partie-là. Donc, tout ce qui va tourner autour de la communication, quand il y a, par exemple, une cyberattaque, donc, tu dois communiquer à plusieurs niveaux. Une communication de direction, une communication de département, etc. Donc, tout ça, l'IA te permet de bien sûr de le rédiger assez rapidement et même aussi l'assistance à l'investigation. Donc, comme on l'a vu sur la partie SOC, donc ça permet d'avancer très rapidement sur cette partie-là, puisque à chaque fois qu'on va trouver des éléments, il y a l'IA à côté, ça nous permettra d'avancer très rapidement. On peut l'interroger et il nous donnera des pistes et ça nous permettra de conclure et prendre une décision assez rapidement. Voilà, donc là, c'est juste quelques éléments aujourd'hui sur la partie défense. Donc, quelques cas d'usage qui sont appliqués aujourd'hui avec l'essor de ces IA-là. Mais ce qu'il y a aujourd'hui à garder en tête, c'est que l'objectif dans un SOC de l'IA, c'est diminuer le bruit et d'accélérer la réponse avec validation humaine. Donc, l'objectif, c'est pas de passer la main à l'IA pour qu'elle fasse tout à notre place. Donc, c'est pour cela, nous sommes toujours à l'aise pour répondre à la question à savoir, est-ce que l'IA va prendre la place des ingénieurs cybersécurité, ou en tout cas, les professionnels de la cybersécurité? Forcément, la réponse, ça sera non. Pour le moment, je ne sais pas pour combien de temps, mais là, on est sûr que ça ne sera pas le cas. Puisqu'on va le voir aussi lors du prochain slide, l'IA aussi a des limites. Donc, des limites tant techniques qu'organisationnelles. Donc, on parlait tout à l'heure des faux positifs et faux négatifs. Donc, l'IA, en tout cas, c'est un dispositif très performant, donc qui ingeste beaucoup de données. Donc, forcément, il y aura des faux positifs et des faux négatifs. Ce qu'on appelle faux positifs, par exemple, c'est que là, il va bloquer ce qui est normalement inoffensif. Donc, un fichier sans virus ni rien, par exemple, l'IA peut décider de le bloquer. En ce moment-là, c'est quelque chose qui peut arriver. Même maintenant, les systèmes cybersécurité l'ont. Donc, l'objectif, c'est de diminuer maintenant ce pourcentage de faux positifs pour rendre le système assez performant. Parce qu'il ne faudrait pas aussi, à chaque arrivée de mail, que l'IA bloque, ou en tout cas le système de cybersécurité qui s'appuie sur l'IA, bloque l'email des utilisateurs. En un moment, on va dire, voilà, il faut arrêter ton outil là parce que ça ne marche pas. Donc, tous les mails que je devais recevoir ont été bloqués. Donc, il y a aussi les faux négatifs. Faux négatif, c'est le contraire de faux positif. C'est qu'il laisse passer ce qui ne devrait pas l'être. Donc, c'est des éléments qui peuvent exister aujourd'hui. Il y a aussi ce qu'on appelle l'hallucination ou des réponses incorrectes. Parfois, vous parlez à une IA, il vous donne des réponses qui sont incorrectes. Et lui, il ne sait pas que c'est incorrect. Il pense que c'est la vérité. Même en termes d'événements, hein, parfois, vous pouvez vous amuser à lui poser une question sur un événement. Et il y avait même des limitations. D'habitude, il y avait des IA qui vous disaient que je peux vous répondre à partir de telle année, mais en dessous de ça, vraiment, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Parfois, en termes d'événements, vous pouvez lui passer, il peut se tromper sur les dates et autres, il ne sait pas qu'il s'est trompé si vous ne lui dites pas. Maintenant, c'est en ce moment-là que vous allez lui dire qu'il va prendre cette donnée-là et s'entraîner à nouveau. Donc, aller chercher des similitudes et s'améliorer. Donc, c'est une étude qui ne s'arrête pas, donc qui continue de s'améliorer. Mais malgré ça, quand même, il y a, comme on peut le dire, il y a des limites sur la partie technique. Voilà. Donc, les risques organisationnels, c'est les fuites de données sensibles, donc vers un outil public qu'on ne maîtrise pas, surtout en Afrique, au Sénégal.
Donc, on utilise tous ces outils-là sans avoir aucune maîtrise sur le plan juridique, sur le plan stockage et autres. Donc, on lui passe nos données, il nous fait le travail et on avance. Donc, on ne se pose pas plus de questions que ça. Donc, des décisions aussi automatiques sans contrôle. Donc, forcément, il y en a aujourd'hui qui sont à un niveau de confiance avec l'IA. Ils vont juste l'interroger, ils leur donnent une réponse, ils collent et ils avancent. Donc, c'est devenu une confiance vraiment aveugle qu'ils donnent à ces outils-là. Donc, la dépendance aussi excessive à un fournisseur. Donc, nous, pendant notre période, par exemple, on disait que si, par exemple, Stack Overflow, c'était un forum de développement qui permettait à chaque fois de trouver des solutions, en tout cas des débuts de réponse quand on avait des problèmes. Nous, on utilisait Stack Overflow. C'était un forum. Donc, soit ton problème était déjà dans le forum, soit tu ouvrais une nouvelle carte, voilà, et tu attendais qu'une personne, donc plus avancée sur ce sujet-là, puisse te venir en aide. Donc, c'est ce qu'on faisait nous. Mais aujourd'hui, je peux dire que la plupart dans votre génération sont aujourd'hui rattachés à ces IA-là. Donc, ce qui fait que là, si je dis, par exemple, à partir de demain, tous ces IA-là, ChatGPT, Gemini et tout ce qui tourne autour n'est pas disponible. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de gens qui vont pas travailler dès demain. Donc, c'est cette dépendance aujourd'hui qui est excessive à ces IA-là, mais aussi ces IA-là sont dépendantes à des fournisseurs. Donc, vous avez entendu le problème qu'avait eu Cloudflare, donc ce problème de débit-là, je pense que ça avait pris 2 jours. Donc, il y avait impacté pas mal de systèmes dans ce monde-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dépendant d'un outil qui est dépendant d'autres outils. Donc, et le plus dur dans tout ça, c'est que aujourd'hui, à l'échelle du pays, on ne maîtrise rien. Donc, c'est des choses qui peuvent apparaître sur le net et qui peuvent disparaître demain ou être limitées, tout simplement. Donc, qui peuvent être limitées à d'autres pays qui ne sont pas l'Afrique. Donc, en ce moment-là, vous n'aurez plus accès à ça. Donc, il faudrait aussi revoir cette partie dépendance-là. Il y a aussi le mauvais cadrage des usages autorisés. Donc, je pense que là, on a fait un peu le topo sur ça. Donc, on a parlé des entreprises aujourd'hui qui ne maîtrisent pas, qui n'ont pas une politique IA, à savoir qui ne maîtrisent pas ce que leurs collaborateurs font réellement des données de l'entreprise dans l'IA. Voilà. Donc, on va évoquer à présent les recommandations sur cette partie. Hop, voilà. Donc, pour les recommandations, on les a déclinées telles quelles. Là, j'ai même empiété tout à l'heure sur les recommandations. Pour les étudiants, l'objectif, c'est d'apprendre les fondamentaux de la cybersécurité. Donc, de ne pas être aujourd'hui un profil qui est caricaturé par l'IA, en tout cas, ou qui est IA dépendant. Donc, il faudrait apprendre les fondamentaux de la cybersécurité, du réseau, des systèmes, etc. Déjà, pour avoir un bon outil, pour avoir un bon bagage technique, mais utiliser l'IA comme assistant. Donc, là aussi, c'est pas interdit. Je peux être dans des sujets où je demande à l'IA de m'expliquer un concept, il m'explique un concept et comme toujours, je suis précurseur. Donc, j'essaie de faire de moi-même déjà pour avoir la compréhension. Mais moi, j'ai même l'habitude de dire on peut utiliser l'IA comme un forum. Donc, comme on faisait sur les forums, mais sauf qu'il fallait rester du temps à chercher de l'info sur des forums. Là, aujourd'hui, cette info-là est à bout de clic avec l'IA. Donc, on peut utiliser l'IA comme assistant, mais pas comme vecteur qui permet de faire tout le travail. Donc ça, c'est comme je le dis, hein, ça va développer l'IA dépendance et forcément, ça passera pas à chaque fois. Voilà. Donc toujours vérifier le résultat. C'est toujours sur la même lancée, mais c'est pas tout ce que nous donne l'IA qu'on doit coller automatiquement et continuer. Donc l'IA peut se tromper. Donc là, ça a été démontré des fois et des fois. Donc il faut avoir ceci aussi en tête et savoir comment aujourd'hui faire des recherches à travers ces outils-là. Donc, développer aussi l'esprit critique, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il faudrait utiliser l'IA comme un forum. Donc, l'information est à portée de main, mais il faudrait aussi faire des recherches sur des éléments que vous ne connaissez pas. Donc, l'IA est un bon prof. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce que je peux appeler comme utilisation nocive ou abusive
de l'IA, c'est lui laisser tout le travail, faire le coller et passer à autre chose. Donc ça, par contre, ça serait une utilisation vraiment dommage de cette intelligence artificielle-là aujourd'hui. On est à l'ère, hein, donc vaut mieux en profiter, mais en profiter avec intelligence. Donc il faudrait pas qu'on se robotise à travers cette IA-là. Après, pour les pros aujourd'hui et les organisations, l'objectif, c'est de former les équipes pour qu'ils sachent réellement aujourd'hui cette arme-là, puisque l'IA, c'est, comme je l'ai dit, hein, c'est une arme à part entière. L'IA et la cybersécurité aujourd'hui sont utilisées, bien sûr, à des cercles insoupçonnés, donc sont utilisés comme une puissance militaire aujourd'hui. Donc, ceux qui suivent la guerre États-Unis-Iran depuis le début, donc, peuvent en savent quelque chose. Il y a énormément de deepfake, donc il y a énormément de manipulation. Il y en a même qui disent aujourd'hui que l'IA Claude a servi à l'attaque qu'a fait les États-Unis sur le Venezuela. Donc, ça a permis d'écrire pas mal de choses. Donc, je vais pas développer plus que ça. Donc, vous pouvez vous informer par la suite sur ça. Mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, l'IA, c'est une arme. C'est une arme que doit détenir chaque pays. Donc, chaque pays doit détenir son IA, puisque ça permet carrément d'avoir des informations sur les autres, mais effectivement de maîtriser pas mal de choses. Donc, pour un pays et une organisation. Donc, aujourd'hui, pour se protéger contre tout ça, on doit former les équipes par rapport aux risques et opportunités de l'IA. On doit définir un cadre d'usage, bien sûr. Donc, c'est pas toutes les IA qui doivent être utilisées, mais aussi il y a un cadre. Donc, il faudrait être professionnel et avoir un esprit éthique. Ne pas coller des données sensibles. Donc, ça va rejoindre un peu le point cadrage, mais aussi tracer les usages importants. Voilà. Donc, quand je ne peux pas me passer de l'IA, il faudrait cadrer cette utilisation-là. Et après, comme on le disait tout à l'heure, pour les organisations, aujourd'hui, ils ont réellement besoin d'avoir une gouvernance en IA, à savoir une politique IA dans l'entreprise. Quelle IA on peut utiliser, quelle IA on ne peut pas utiliser, est-ce qu'il y a un abonnement sur cette IA-là, comment font les collaborateurs, puisqu'ils peuvent plus s'en passer, comment ils font pour les utiliser selon maintenant leur cas d'usage qui va dépendre de chaque département. Donc, il y aura une IA plus performante pour le département finance, puisque lui, ce qui va l'intéresser, c'est des fichiers Excel et autres. Mais pour les développeurs, ils vont te parler de Claude, puisque c'est plus propice au développement. Donc, d'autres vont te parler d'autres choses. Donc, comment trouver ce juste équilibre-là? Après, bon, il y a des entreprises qui se positionnent sur du copilot, donc en offre entreprise pour essayer d'uniformiser chez tout le monde et trouver le juste équilibre. Après aussi, il y a des contrôles de sécurité à réaliser, puisque quand on met la gouvernance en place ou la politique, il faudrait contrôler. Donc, s'assurer qu'on est bien en conformité par rapport à ça. Politique de données et de conformité et la validation humaine systématique. Donc, il faudrait jamais sortir l'humain de tout ce cadrage-là, puisque finalement, tout va revenir à l'humain. Donc, l'IA aujourd'hui est un vecteur d'accélération, donc qui permet d'accélérer pas mal de choses, qui permet de nous rendre performants sur pas mal d'activités, sur pas mal de domaines. Mais il faudrait avoir en tête aussi que l'IA a ses aspects négatifs à maîtriser. Donc, forcément, il ne faudrait pas sortir l'humain de ce cadre-là, ou en tout cas de cette chaînage-là. Donc, globalement, c'est ça. L'avantage durable viendra avec les équipes capables d'utiliser l'IA, comme on le dit, hein, vite pour être plus performant. C'est sûr que ça va diminuer des postes, donc ça va faire disparaître d'autres postes, mais c'est sûr que ça va rendre les entreprises plus performantes qu'elles ne l'ont jamais été. Voilà, donc globalement, c'est les recommandations qu'on avait à partager sur cette partie-là. Ça a été un plaisir voilà, de vous faire la présentation de ce webinaire. Je vous remercie. Voilà, donc Fatou, je te repasse la parole pour des questions ou autres.
Alors, bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, merci à Monsieur Papa Samba pour pour la qualité de cette présentation et à toute l'équipe de Gazania et de l'IPSL aussi et pour l'organisation de ce webinaire. Donc, moi, j'aurais principalement deux questions. Donc, la première, tout d'abord, vous avez parlé de l'usurpation avec les deepfakes et moi, je suis dans le domaine de la cybersécurité et c'est un sujet qui m'inquiète énormément. Et je pense que c'est l'une des attaques qui peut faire de gros dégâts aujourd'hui. On l'a vu récemment avec l'attaque de la DAF. C'est l'un des exemples que j'aime donner parce que ça m'a vraiment marqué et parce que ce sont des téraoctets de données qui ont été contournés. Maintenant, et pour moi, l'une de ces conséquences directes de cette attaque-là, c'est que ces données-là peuvent servir à alimenter ces deepfakes et les rendre encore plus crédibles et pour piéger les gens. Maintenant, la première question, c'était face à cette masse de données-là, qui sont déjà à circulation, quelles solutions concrètes vraiment on peut poser pour contrer ce ce type d'attaque-là avec les deepfakes. Et aussi, pour rebondir toujours sur l'attaque de la DAF. Donc, il y a un détail qui m'a vraiment impressionné. Donc, on parle quand même de 139 téraoctets, si je ne me trompe. Et pour moi, c'est pas une petite fuite, c'est une quantité énorme de données. Et maintenant, ce que je comprends pas, c'est comment une telle quantité a pu sortir des serveurs de l'État et sans que les systèmes de détection ne s'en rendent compte. Et aussi, est-ce qu'on peut imaginer aussi que l'IA peut-être a été utilisée pour pouvoir faire cette attaque sans que les serveurs de l'État s'en rendent compte. Donc, c'était vraiment mes deux questions. Merci. Oui, merci, merci Anta pour vos questions, mais aussi pour vos précisions. Donc, j'étais juste en train de noter les questions pour répondre là-dessus très rapidement. Hop. Voilà. Voilà. Donc, déjà, vous avez évoqué un point très important. C'est aujourd'hui, avec ces données-là, vous avez parlé de deepfake et autres, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des vecteurs très inquiétants sur ce sujet-là, puisque réellement, aujourd'hui, si c'est toutes ces données-là qui ont été prises, ça veut dire c'est plusieurs angles aujourd'hui de phishing personnalisé, donc qui vont être très rapidement mis en place, donc avec ces données personnelles là. Donc on parle bien sûr de carte d'identité, de données de voyage, etc., etc. Aujourd'hui, passer pour une agence de voyage, bien sûr en ayant bien sûr des données de passeport ou autres, ou des données puisqu'il y a aussi les frontières qui sont concernées, à savoir aujourd'hui, si on sort du Sénégal par voie routière, par exemple, pour aller à Ziguinchor, forcément, on va passer le poste de contrôle de frontières. Donc, en ce moment-là, ce sont des données biométriques et d'autres types de données qui vont être récupérées. Donc, toutes ces données-là peuvent être utilisées par la suite pour faire du phishing hyper personnalisé, donc qui peuvent tromper énormément de personnes. Et là, c'est juste un angle. Donc, il y a plusieurs autres applications qu'on peut faire avec ces données-là. Aujourd'hui, les données sont devenues l'or brut du monde. Donc, tout le monde cherche des données. Donc, il y a plusieurs applications possibles à faire avec ces données-là. Mhm. Mais maintenant, pour revenir juste à votre question, donc, avec l'attaque de la DAF, bien sûr, si c'est toujours confirmé que la fuite atteint 139 téraoctets, puisque moi, franchement, jusqu'à présent, je suis pas convaincu. Mais voilà. Si on se dit qu'aujourd'hui, toutes ces données-là sont à l'air libre, donc entre les mains de cyberattaquants et autres, c'est très compliqué. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est juste de la sensibilisation.
Donc, on va commencer par les mesures techniques, à savoir faire de la rotation dans les systèmes, faire de la remédiation, essayer de reconstruire l'attaque pour faire déjà une intervention technique, donc qui permettra donc de faire la remédiation du système, à savoir retirer tout ce qui est malware et autres, faire la rotation des clés, des accès, des mots de passe. Ça, c'est purement sur l'aspect technique. Donc, c'est ce qu'il y a à faire. Après, maintenant, sur l'aspect un peu organisationnel, donc, il faudrait faire beaucoup de communication, puisque c'est des données de milliers de Sénégalais, hein, donc, pour être prudent sur les chiffres, de milliers de Sénégalais qui se trouvent à l'air libre. Donc, et parfois des Sénégalais qui sont non instruits, c'est-à-dire forcément qui n'auront pas accès à l'information. Même si on sensibilise, ils n'auront pas l'accès. Mais par contre, aujourd'hui, il y a un vecteur très dangereux, c'est le numéro de téléphone avec WhatsApp et l'appel direct qui sont accessibles pour tout Sénégalais, à savoir, je peux atteindre tout type de Sénégalais à travers son WhatsApp ou son numéro de téléphone. Et maintenant, la plupart de ces services aujourd'hui d'État, ils te demandent, ce qu'ils vont te demander en premier, c'est le numéro de téléphone. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ces attaquants-là ont le moyen d'atteindre ces Sénégalais-là, mais notre niveau de sensibilisation n'atteindra pas forcément tout le monde. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un cas assez inquiétant, donc malheureusement qui a été très rapidement absorbé par l'État. Mais voilà, donc qui reste inquiétant. C'est la sensibilisation pour le moment. Sur l'aspect organisationnel, c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, pour revenir à votre deuxième question, donc, comment les données ont pu être estimées sans qu'on puisse s'en rendre compte? Ça, c'est assez compliqué pour répondre à cette question-là. Après, on peut être tenté de dire que s'il n'y avait pas de système de défense, ça aurait été simple. Ça serait une attaque qui aurait eu directement pour cible ces serveurs-là et qui aurait réussi sans système de défense, donc il n'y aurait pas d'alerte. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est de dire aussi que peut-être il y a des systèmes de défense, mais ils ont contourné ces systèmes de défense-là. Donc, c'est un aspect aussi qui existe. Troisième aspect aussi, c'est juste de dire qu'ils ont exploité la faille humaine. Donc, vous avez posé la question à savoir aujourd'hui s'il y a été utilisé. Peut-être la chaîne, peut-être on l'a utilisé pour faire du phishing sur une personne de l'équipe technique, un responsable, etc. Donc, ce phishing-là a permis, quand il a ouvert le lien ou quand il a ouvert le fichier, a permis d'installer un backdoor sur sa machine. Et c'est peut-être à partir de là que l'attaque est partie. Donc, l'IA peut être utilisée sur cette partie-là. Mais après, ça reste aujourd'hui de l'exploitabilité. Peut-être aussi qu'ils ont utilisé de l'IA pour coder ces backdoors-là. Peut-être qu'ils ont utilisé de l'IA pour scanner ces serveurs. Et aussi, ça leur a permis de personnaliser les backdoors et tout. Mais ça, aujourd'hui, tous ces cas d'usage-là sont possibles avec l'IA. Mais ce qu'il faut savoir aussi, que c'est s'il y a des vulnérabilités ou en tout cas s'il y a des défaillances sur le système, c'est une attaque qui peut être faite sans IA. Donc, c'est un aspect à prendre en compte. Aujourd'hui, l'IA permet de faciliter pas mal d'attaques, mais aussi, il y en a de nos entreprises qui sont pas protégées, je dirais, donc avec une protection très faible. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs angles possibles aujourd'hui. Si j'ai pas aussi des systèmes de supervision qui me permettent de détecter, par exemple, du téléchargement massif, des connexions à des heures inhabituelles, etc., etc. Donc, là aussi, voilà, c'est compliqué. Pour dire que juste c'est un concours d'événements et d'éléments qui vont forcément causer ce genre de problème-là. Merci et merci pour ces réponses, vraiment. Merci à vous. Méline, vous avez la parole. Oui, Medun, vous pouvez y aller ou vous n'avez pas encore dîné? Est-ce qu'il y a d'autres qui ont des questions?
Bonsoir, je peux? Oui, vous pouvez y aller. D'accord. Donc, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous tous vous allez bien. Et bonsoir, chers intervenants, chers experts. Bonsoir je pense que c'est Sorna, c'est Hadi. Voilà, félicitations d'abord pour l'organisation de ce webinaire. Félicitations aux ambassadeurs de Galsen AI et de l'IPSL. Et voilà, c'est bien continuer comme ça. Je pense que c'est votre premier webinaire et on est très fiers de vous. Bon, moi, c'est Idriss Ahmed. Je suis adjoint manager du programme Galsen AI et passionné de cybersécurité. Je suis en 3e année en système réseau télécom et sécurité à l'université Alioune Diop de Bombay. Alors, déjà, le thème, je suis très fier qu'on ait ce genre de thème-là parce que c'est d'actualité. Maintenant, je pense qu'on peut plus, vous en conviendrez avec moi, monsieur Sombre, que on peut plus parler maintenant de cybersécurité sans parler d'IA parce qu'il y a de nouvelles attaques, il y a des nouvelles CV à chaque fois. On souligne l'utilisation de l'IA dans ces nouveaux types d'attaques-là. On les qualifie des attaques très sophistiquées. Et tout à l'heure même, vous avez parlé du Shadow AI et c'était vraiment très passionnant avec surtout le jailbreak. Le jailbreak qui constitue une technique de prompting qui consiste à lever certaines restrictions de l'IA pour pouvoir obtenir certaines réponses ou bien certaines détails beaucoup plus poussés. Je pense qu'au début, avec des modèles comme ChatGPT, c'était le même cas. Quand on posait des questions, avant que ça ne disait je ne pourrais pas répondre dans ces questions de religion ou bien je ne pourrais pas parler d'armes à feu, etc., etc. Donc ça, les gens essayaient de jailbreaker pour pouvoir avoir beaucoup de réponses. C'était le cas avec Claude aussi. Claude, Claude qui a eu à réaliser beaucoup d'attaques avec les gens IA, des attaques automatisées et à soutirer des informations très sensibles, peut-être dans des systèmes de sécurité et tout. Et tout ça, c'est à cause du jailbreak avec le Shadow AI que vous avez souligné. Et merci beaucoup pour cette intervention. Maintenant, ma question, c'est, voilà, merci à aussi l'autre aussi pour la question de la DAF, parce que je pense qu'on a eu à faire un webinaire à l'université. Je voulais juste demander, aujourd'hui, c'est vrai, avoir des politiques d'intelligence artificielle et de cybersécurité sont très, très, très importantes, et surtout de cybersécurité. Comment qualifiez-vous, par exemple, le manque d'information des entreprises, et vous m'excuserez du terme, le manque de sérieux de certaines entreprises pour pouvoir sécuriser leurs bases de données ou bien leurs serveurs? Et quelle est la place du SOC? Quelle est la place du SOC dans une entreprise et comment est-ce que l'IA peut renforcer ce SOC-là de manière à au moins réduire les dégâts? Parce qu'une sécurité à 100%, on dit souvent que ça n'existe pas, mais on peut faire des choses et je pense que l'État du Sénégal aussi est mieux placé pour pouvoir avoir un SOC pour pouvoir limiter certaines attaques ou bien certaines conséquences. Quelle place l'intelligence artificielle aujourd'hui peut occuper pour pouvoir sécuriser ou bien accompagner les États ou bien les entreprises à avoir un SOC s'ils ne peuvent pas recruter des ingénieurs de cybersécurité de par faute de moyens, mais avoir au moins un SOC assez robuste pour pouvoir détecter et parfois contourner certaines attaques qui peuvent franchement coûter des dégâts. Et juste, par exemple, dans le secteur bancaire, tout à l'heure, vous avez signalé les finances. Je pense que beaucoup n'en ont pas parlé, mais j'ai eu à en parler. Il y a l'attaque de UBA du 30 au 31 janvier 2026 avec 1,143 milliards qui ont été soutirés à UBA Bank avec 3400 retraits dans beaucoup de guichets au Sénégal. Et on souligne parfois, j'ai lu un article sur LinkedIn, quelqu'un qui faisait l'anatomie pour dire qu'il y avait un SOC quasi inexistant. Et pour le secteur de la finance et des banques, c'est très dangereux. Donc, je voudrais vraiment, en tant qu'expert, savoir ce que vous en pensez et aujourd'hui, comment est-ce que ces entreprises-là peuvent faire pour pouvoir bâtir des structures, des infrastructures très solides. Désolé d'avoir été long et merci beaucoup. Voilà, donc merci à vous, Idriss, pour déjà les points
que vous avez complété, puisque voilà, avec de pertinentes questions, bien sûr. Donc, on va revenir sur cette partie-là rapidement. Donc, j'ai eu à noter 3 questions. Déjà, le manque de sérieux. Ouais, c'est vrai que ça va ressembler plus à du manque de sérieux. Ou en tout cas, bon, moi, j'aurais pas tendance peut-être à dire un manque de sérieux, mais peut-être ça serait plus, je pense, un retard. Donc, sur la prise de conscience. Aujourd'hui, l'habitude, je peux dire que ce que dit d'habitude l'État, ou en tout cas les acteurs qui sont dans ce monde-là, comme Alibi, c'est de dire qu'aujourd'hui, tous les pays sont attaqués. Voilà, donc les cyberattaques, c'est tout le monde, voilà, tout le monde est attaqué, voilà, et tout. Cet aspect-là, voilà, donc c'est ce qu'ils vont te servir. Mais sans te dire qu'aujourd'hui, tout le monde met en place des systèmes de défense et tout le monde anticipe, voilà, pour les autres pays. Donc, si on l'analyse comme ça, c'est sûr que ça sera peut-être un manque, ça sera un manque de sérieux, ou en tout cas, voiler la face, comme on le dit. Parce qu'aujourd'hui, d'après les derniers chiffres, je peux te dire, ces dernières 5 ans-là, jusqu'à là, depuis le Covid, depuis la période du Covid jusqu'à présent, on a remarqué bien sûr une croissance énorme des attaques vers l'Afrique. Parce qu'après, bon, on va pas dire que les cyberattaquants ont fait le tour des pays occidentaux et autres, mais ils se sont juste trouvés des cibles plus faciles et voilà, des cibles plus atteignables en Afrique. Donc pourquoi pas faire d'une pierre deux coups? On continue nos attaques à l'Occident, on continue nos guerres et tout, mais on s'est découvert aussi une mine à côté. Donc en Afrique, donc avec des gens qui se permettent de traîner avec des systèmes qui sont pas patchés, donc qui se permettent de traîner avec des systèmes d'exploitation qui sont même plus entretenus, donc par l'éditeur. Donc forcément, comme vous le dites, on peut l'assimiler à du manque de sérieux, mais aussi il y a énormément de naïveté. Mais il y a aussi l'expression que j'aime bien dire, croire en notre bonne étoile. Donc, il y en a de ces entreprises qui vont te dire, bah, écoute, depuis que je suis installé jusqu'à présent, j'ai pas été attaqué. Bon, ça va pas arriver, hein. Les cyberattaquants n'ont pas le temps de cibler des boîtes aussi insignifiantes que les nôtres. Voilà, ils n'ont pas le temps. Donc, ça va pas donner assez d'argent. Et puis, moi, même s'ils m'attaquent, je vais pas payer. Donc, voilà. C'est sûr que ça va pas les intéresser. Ils vont se tourner vers autre chose. Alors que cela, c'est le réflexe à ne pas avoir. Donc, sur cet aspect-là, aujourd'hui, c'est dommage. Après, bon, il y a une part des entreprises aujourd'hui qui commencent à faire cette prise de conscience-là. Mais je vais pas évoquer l'État quand même. Voilà, donc malheureusement, sur le point étatique, d'habitude, les cyberattaques sont très mal gérées. Les communications qui tournent autour sont très mal visées. On va dire que voilà, tous les pays se font attaquer. Donc, on va gérer, vos données sont en sécurité, or qu'ils ne maîtrisent pas l'étendue des cyberattaques. Et le pire, c'est que là, quand ça va se faire, ils vont pas faire confiance à une expertise locale aujourd'hui. Ils vont encore prendre des experts étrangers pour faire des investigations, en tout cas de la remédiation. Donc, pourtant, ça arrive à beaucoup de sociétés africaines. Parfois, ils se permettent de faire des POC, donc ce qu'on appelle des POC, à savoir une démonstration prolongée avant de prendre un produit, avec des clients parfois assez sensibles et tout. Donc, ils se permettent d'accéder à leur système, de faire des essais. Et maintenant, à la fin de ces essais-là, ils vont leur dire que leur solution n'est pas finalement prise. Donc, parfois, par représailles, donc les experts ont tendance à dire que ça arrive en Afrique. Et d'ailleurs, même sur le dossier de la DAF, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a l'entreprise Iris Corporation qui produit nos cartes d'identité. Donc, je ne dis pas qu'il a été ciblé, hein, voilà, mais en tout cas, il y a des suspicions. Donc, il y a des suspicions par rapport à ça, parce que l'État était en train de réviser son contrat, et hop, il y a l'attaque qui se produit, et tout de suite derrière, ils sont prêts à envoyer des experts pour investiguer et régler le problème. Voilà, donc juste pour dire que c'est un mélange de tout, hein. Il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'inconscience, il y a la naïveté, il y a le manque de sérieux, il y a aussi, je pense, le manque de discours sérieux, parfois, puisque quand on est attaqué, on a tendance à le cacher. C'est aussi dans le secteur bancaire.
puisque vous n'allez pas garder votre argent dans une banque qui s'est fait attaquer ou qui s'est fait attaquer le mois passé. Donc, c'est souvent un vecteur de décrédibilisation de ces sociétés-là très sensibles. Donc, c'est pour cela, quand ils vont être attaqués, ils vont le cacher. Donc, ils vont pas le dire. Donc, ils vont essayer de gérer et avancer. Or, peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, toi, personnellement, tu vas te faire cibler. Et c'est une conséquence de cette attaque-là, puisque tes données ont fuité en ce moment-là. Donc, c'est tous les éléments qui tournent autour de ça qui font qu'aujourd'hui, voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué de maîtriser aujourd'hui et de pouvoir qualifier cet aspect-là. Donc, c'est compliqué. Après, bon, il y a la question sur le SOC. Donc, la place aujourd'hui du SOC dans les entreprises, bien sûr avec l'IA. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, pour toutes les entreprises, ils n'ont pas la possibilité d'avoir un SOC opérationnel 24/7 qui fait du 24 heures sur 24 et du 7 jours sur 7. Puisque pour les PME, c'est plus compliqué. Mais après, bon, il y a des systèmes de SOC managés. Donc, on peut souscrire à une supervision, etc., etc. Avoir quelques outils au moins qui vont nous permettre d'avoir une première sécurité, une première protection. Mais aujourd'hui, je dis que la place du SOC dans l'entreprise, elle est centrale. Donc, à tous les niveaux, au niveau technique, bien sûr au niveau organisationnel, puisqu'il y a énormément de sujets aujourd'hui qui tournent autour de la cybersécurité, qui doivent pas échapper à nos entreprises-là. Aujourd'hui, moi, je considère que le Sénégal n'a pas de propriété intellectuelle. Donc, il n'y a aucune solution ou aujourd'hui un produit que le Sénégal peut aujourd'hui se prévaloir d'être le précurseur. Parce que forcément, ça sera une société qui sera attaquée, donc ça passe à l'étranger très rapidement. Ce sera peut-être des solutions où forcément, peut-être le fondateur ou en tout cas la personne qui l'a mise en place a une fois chatté ou échangé avec l'IA. Donc, en ce moment-là, ça ne t'appartient plus. Donc, c'est de l'autre côté très rapidement. Et ils sont très performants aujourd'hui pour analyser ces sets de données-là, ce qu'on appelle ces sets de données par pays, par intérêt et par continent. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour faire quelque chose donc qui n'est pas sur le public ou en tout cas qui est maîtrisé par nos pays-là, c'est devenu très compliqué. Après, comme je le dis toujours, l'IA, donc c'est un grand précurseur aujourd'hui sur le SOC. Donc, ça nous permet d'améliorer le traitement des alertes, ça nous permet de prendre des décisions plus rapidement. Ça a même commencé à permettre de diminuer des analystes, puisque bon, pour le SOC, vous savez bien, il y a plusieurs niveaux d'analystes. Donc, il y a des analystes N1, N2, N3. Donc, je vais un peu vite pour pouvoir répondre à toutes les questions. Puisque déjà avec l'heure, donc on commence à s'étendre. C'est pour cela j'accélère un peu les réponses. Mais pour les SOC, pour que vous le compreniez comme ça, donc c'est à 3 niveaux. Donc il y a des analystes N1, N2, N3. Donc il y en a qui font que traiter les alertes, les classifier. Et quand c'est très sérieux, donc il y a d'autres niveaux qui vont prendre la main pour faire des investigations, pour faire de la réponse à incidents, etc. Donc pour plusieurs grands SOC aujourd'hui, l'IA tend à remplacer déjà les analystes N1. À savoir, c'est l'IA qui fait de la classification, donc qui est par la suite contrôlée par d'autres analystes. Mais c'est un grand apport, puisque aujourd'hui, pour la plupart, comme je vous l'ai dit, moi actuellement, pour tous les outils que j'utilise sur la partie cybersécurité, ils ont non seulement un département d'IA, un département de recherche en IA, mais l'IA contribue aujourd'hui aux résultats, mais aussi à la détection, donc à travers ces outils-là. Donc aujourd'hui, l'IA et la cybersécurité, surtout le SOC spécifiquement, c'est devenu indissociable, carrément. Après aussi, il y a le point sur l'attaque UBA. Donc parfois vous aurez tendance à avoir des attaques qui sont je vais pas qualifier de technique, mais des attaques qu'on peut faire à distance de bout en bout. Donc des attaques qui demandent une connaissance techniques de fond qui sont perpétrés par des cyberattaquants qui se trouvent à des milliers de kilomètres de là. Mais parfois, vous allez voir aussi des attaques qui sont bien techniques, mais qui nécessitent d'avoir des complices. Donc, c'est pour cela, vous verrez toujours en entreprise, vous parlez tantôt
de l'apport du SOC, mais aussi il y a l'apport des audits. Donc, c'est pour cela. Je ne sais pas si vous connaissez les concepts d'audit black box, white box, gray box. Donc, se mettre en interne, faire un audit, se mettre en externe, faire un audit. Donc, c'est pour anticiper sur ce type de questions-là. Puisque parfois, en entreprise, on peut pas dire que tous les collaborateurs sont bienveillants. Donc, il y a des collaborateurs qui sont prêts à trahir l'entreprise contre une somme d'argent. Il y a d'autres qui vont essayer de détourner le système. C'est arrivé maintes fois, même dans des boîtes sénégalaises. Donc, pour ce type d'attaque-là, d'habitude, il y a des complices qui sont dans la banque et autres, donc qui permettent déjà de donner un premier niveau d'accès, mais qui permettent de détourner le système, puisqu'ils maîtrisent bien le système. Parfois, c'est un collaborateur qui a été renvoyé et en guise de représailles, qui essaie de faire des attaques ou en tout cas qui collabore avec des personnes pour faire ces attaques-là. Mais vous avez bien vu le fait de dire que le SOC aujourd'hui est un indispensable. Si j'ai un bon SOC qui fait de bonnes détections, forcément ce type d'opération frauduleuse-là, même si le SOC ne le détecte pas tout au début, donc après quelques transactions, le SOC va le détecter. Parce que c'est toujours des paramètres. Le SOC, c'est ce qu'on appelle des KPI. Donc, et même l'apport de l'IA, ça va jouer sur ça. Aujourd'hui, l'IA peut te dire, par exemple, les retraits que cette personne a fait sur cette carte-là, c'est inhabituel parce que la personne, elle avait l'habitude de retirer de l'argent à la fin du mois quand elle recevait son salaire. Donc, par exemple, elle retirait 300 000, elle laissait là-bas le reste pour des épargnes et autres. Mais tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a eu 3 retraits, par exemple, de 100 000 dans un espace très restreint. Donc, l'IA peut renvoyer déjà une première alerte en faisant le comportement des deux, en faisant la comparaison des deux comportements. Et maintenant, on va essayer d'aller plus loin. On va essayer de vérifier à partir de quel gap la personne a fait les retraits, à travers quel emplacement, à quelle heure, etc., etc. Et ces études-là, vous savez que c'est très aujourd'hui complexe à faire pour un analyste ou pour une personne. Mais là, ça serait un cas d'usage fait sur mesure pour l'IA. Donc, l'IA nous permettrait de faire déjà une première détection, de faire un recoupement de données en récupérant les données de retrait et maintenant d'envoyer une alerte pour te dire « Ah, attention, il y a tel ou tel retrait qui semble être suspicieux. Maintenant, merci de faire les investigations pour valider. » En ce moment-là, ça serait peut-être juste cette vérification qui allait mettre fin à je peux dire, à cet infernal retrait. Donc, à cet infernal rond de retrait qui est parvenu jusqu'à 1 milliard, je pense. Donc, à chaque fois, comme vous le dites aujourd'hui, le SOC est devenu un indispensable dans ce monde-là. Et toute entreprise, en tout cas, gagnerait à l'avoir. Soit un SOC interne, managé de bout en bout par les collaborateurs de l'entreprise, ou un SOC managé qui est géré par un prestataire. Voilà, je pense avoir répondu à vos questions. Bon, pour cette partie-là, le data poisoning, c'est pas une attaque qui nous concerne nous directement en tant qu'utilisateur final de l'IA, mais c'est une attaque qui va surtout concerner l'injection ou en tout cas la manipulation des jets de données, donc des sets de données. Donc là, c'est plus des mesures sécuritaires à prendre pour l'entreprise qui développe cette IA-là. Aujourd'hui, c'est comme vous le voyez, ces IA-là sont à la portée de tout le monde. Donc aujourd'hui, je peux installer un GPT, par exemple le GPT-4, commencer à faire de l'entraînement de données et tout. Donc tout ça aussi, ça demande de la sécurité. Donc il y a une façon aussi de sécuriser tout ce qui est entraînement de données. Donc éviter de, par exemple, récupérer des sets de données qui ont été corrompus, puisqu'il y a plusieurs angles d'attaque qui sont nés avec l'IA. Donc, c'est pour cela même j'ai mis ce slide-là. Aujourd'hui, un attaquant peut corrompre un set de données. Moi, j'ai installé le GPT-4 donc en interne dans mon entreprise. Je me positionne sur le mauvais set de données et j'entraîne mes modèles. En ce moment-là, donc je récupère forcément le set corrompu. Il avait installé un backdoor et donc ou parfois même il y en a qui vont plus loin que ça.
donc qui injectent des commandes qui leur permettront plus tard d'interroger cette IA-là et de pouvoir récupérer des réponses, de recomposer des réponses. À travers même une réponse, ils peuvent renverser la requête pour retrouver la question ou en tout cas les jeux de données qui ont permis de fournir cette réponse-là. Donc, c'est un domaine aussi, c'est un domaine un peu à part qui s'intéresse pas directement à l'utilisateur final, mais plutôt aux entreprises qui implémentent ces IA-là. Je sais pas, Medoun, c'est bon? Super, ça marche. Voilà, donc en tout cas, merci à vous, hein. Donc, c'est vrai que c'est un sujet assez long à développer. Donc, en tout cas, on a fait de notre mieux pour essayer de partager pendant cette période-là. Donc, ce que j'aurais à vous dire comme mot de fin, c'est surtout ne pas se baser sur l'IA pour accomplir une carrière technique. Bon, en tout cas, l'utiliser comme essor, en tout cas, comme forum, comme assistant, donc tout ce que vous voudrez, mais pas en tout cas comme vecteur principal, puisque c'est ça l'objectif aujourd'hui de ces principaux fournisseurs. Donc, c'est robotiser l'esprit aujourd'hui de tous ces utilisateurs-là pour les rendre purement dépendants de l'IA. Donc, c'est ce qu'ils tendent à essayer de faire. Donc, l'objectif pour vous actuellement, c'est vraiment d'assimiler ce que vous êtes en train de faire et utiliser l'IA comme assistant, comme vecteur accélérateur, hein, pour votre travail. Puisque tant bien que mal, c'est devenu indépendant quand même. C'est devenu indispensable, je veux dire. C'est devenu indispensable de se doter d'IA puisque c'est devenu je peux dire, un levier de performance. Donc, voilà. Donc, c'était mon mot de la fin. Donc, ça a été un plaisir d'animer ce webinaire. Et j'espère qu'on aura l'occasion, voilà, d'en faire d'autres sur d'autres thématiques. Voilà, merci à tous et bonne soirée.